Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale et 100% musicale. Ça sera la page littérature, mais elle sera musicale, puisque Martial Lebris vous proposera un livre sur Elton John, Véronique Sanson et Mylène Farmer. C'est à la page, comme tous les mardis. Éric Borner, notre magicien et mentaliste, n'est pas dans les rues de Colmar ce soir. Il est en direct sur ce plateau. Spécial salon de l'agriculture, on reçoit le président de la Chambre d'agriculture d'Alsace, Denis Ramspacher. On parlera de ce grand événement prochain, de la semaine prochaine. Et un Alsacien, regardez, sera-t-il champion de France de la pizza 2020 à Paris? Sur ce plateau, Cyril Saliou de la pizza de Beinheim, accompagné de Laura Kremer. Ça sera le sommaire dans quelques minutes. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, Emmanuel Macron en visite à Mulhouse. Le président de la République était dans le quartier de Bourtzwiller à la rencontre des habitants, des associations et des forces de l'ordre. J-4 avant la fermeture du premier réacteur de Fessenheim, le député Raphaël Schellenberger s'inquiète pour l'avenir du territoire. Et puis, Europa Park veut investir à Plopsheim et envisage d'y ouvrir sa filiale dédiée à la réalité virtuelle. Et on commence donc avec ces quelques images du déplacement du président de la République Emmanuel Macron à Mulhouse, un déplacement placé sous le signe de la reconquête républicaine et de la lutte contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste. Dans le quartier de Bourtzwiller, en milieu de journée, la visite a débuté par un bain de foule de plus d'une heure. Emmanuel Macron a ensuite échangé avec les forces de l'ordre du quartier, classées parmi les 47 quartiers dits de reconquête républicaine. Un dispositif créé en 2018 qui vise à lutter contre la délinquance et les trafics. Et cela passe notamment par le renforcement du nombre de policiers. Le chef de l'État, accompagné par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a consacré le reste de son après-midi à des rencontres avec des associations. Et ce déplacement est le premier d'une série qui doit permettre au président de la République de préciser la stratégie du gouvernement contre la radicalisation. Dans la nuit de vendredi à samedi, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim s'arrêtera après 40 ans de production. Mais après, Raphaël Schellenberger, député haut-rhinois et président de la mission d'information relative au suivi de la fermeture de la centrale, s'inquiète des conséquences pour le territoire. Il organisait ce matin une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Nora Borioua y était. Dans la nuit de vendredi à samedi, le premier réacteur de la centrale nucléaire sera donc débranché du réseau et il s'arrêtera pour la dernière fois. Raphaël Schellenberger s'inquiète et il le fait savoir. À 4 jours de l'arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim, le député haut-rhinois, également président de la mission d'information sur le suivi de la fermeture de la centrale, craint les conséquences économiques et sociales pour le territoire alsacien. Aujourd'hui, 2000 emplois qui disparaissent à Fessenheim et à ses alentours. C'est tout le commerce de proximité qui va s'effondrer. C'est tout le marché de l'immobilier qui va s'effondrer. On va se retrouver avec des centaines de logements laissés vacants, vides, parce que les gens qui exerçaient des emplois, qui occupaient des emplois à la centrale nucléaire de Fessenheim seront déplacés sur le territoire national. Tout ça, c'est tout le marché de l'immobilier qui va être déstabilisé. La fermeture définitive de la doyenne des centrales nucléaires françaises sera effective le 30 juin prochain, avec l'arrêt du deuxième réacteur. Il y a 2 ans, une série de projets de reconversion a été présentée par les collectivités locales, mais le député haut-rhinois déplore l'inaction du gouvernement et dénonce un abandon. Dans les pistes aujourd'hui, il y en a 2 principales. Il y a l'aménagement de la zone d'activité Ecorena au nord de la centrale, qui est portée par la communauté de communes, qui a déjà acquis la maîtrise foncière depuis longtemps, mais pour laquelle l'État met des freins, l'État met des bâtons dans les roues. Et puis il y a un deuxième projet, qui est celui du Technocentre, qui est celui de créer une filière d'excellence du démantèlement nucléaire en Alsace. Mais là aussi, depuis 2 ans qu'on parle de ce projet,
EDF a posé 2 conditions et à ces 2 conditions, pour le moment, le gouvernement n'apporte aucune réponse. La mission d'information de l'Assemblée nationale commencera ses auditions jeudi prochain pour évaluer l'exécution et le projet de reconversion du site de Fessenheim. Elle prévoit notamment un déplacement à Fessenheim après les élections municipales et un rapport intermédiaire en juillet, avant un rapport complet d'ici 11 ou 12 mois. Et à un mois de ces élections municipales, nous poursuivons notre tour des candidats à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Ce soir, direction le Haut-Rhin donc, et Mulhouse à la rencontre de la maire sortante Michèle Lutz. Un reportage de Marine Zis. Michèle Lutz, 61 ans, numéro 1 de la liste Mulhouse en grand, maire actuelle de la ville. Pour les municipales de 2020, l'équipe a été renouvelée pour moitié. Il y a 27 élus sortants et 28 nouveaux colistiers. Nous sommes une équipe qui n'a demandé aucune investiture au niveau national. Nous sommes une équipe, d'ailleurs, même pas un tiers de nos colistiers ne sont encartés, c'est-à-dire sont adhérents à un parti politique. Je dirais que nous sommes aussi toute une équipe de gens qui voulons vraiment être dans l'engagement de Mulhouse et rien que dans l'engagement de Mulhouse. La liste Mulhouse en grand s'engage notamment à créer une police municipale de nuit pour renforcer la sécurité, à rénover 5000 logements pour construire une ville plus agréable à vivre, à davantage d'activités et un emploi pour chacun, ou encore à rendre les déplacements plus faciles et plus écologiques dans la ville. Il y a d'une part des projets qui sont déjà démarrés, que nous allons amplifier, que nous allons développer, bien entendu, puisque nous sommes engagés auprès des Mulhousiens. Il y a de nouveaux projets que nous allons initier. Et tout cela va faire qu'effectivement, nous pouvons construire la ville de demain. En tout cas, nous pouvons continuer à avoir une ville qui est de plus en plus agréable et une ville où il fait de mieux en mieux vivre. Vêtus de leur veste bleue, Michèle Lutz et son équipe vont poursuivre leur rencontre sur le terrain. La prochaine est prévue ce dimanche matin. Au programme, une balade sur roulette accessible à tous le long des berges mulhousiennes. Après un projet de téléphérique avorté, le parc de loisirs allemand Europa Park ne compte pas en rester là dans son implantation en Alsace. Il a présenté ce matin son nouveau projet, implanter sa filiale MacMedia à Plopsheim pour développer les films d'animation et la réalité virtuelle dans les attractions. Plus d'explications avec Camille Roland et Pierre-Yves Wyss. C'est sur ce terrain, situé en lisière du golfe du Kempferhof à Plopsheim, qu'une nouvelle page de l'histoire d'Europa Park pourrait s'écrire. Il a été choisi par l'entreprise allemande pour y installer sa nouvelle filiale MacNext. Ici, elle a imaginé un centre de développement et de création dédié au divertissement immersif. Investir dans ce secteur serait pour le plus grand parc de loisirs européen un moyen de se démarquer. On est très connu en termes d'opérer un parc de thème, Europa Park, mais on n'est pas si connu pour de nouvelles techniques. Comme on a plusieurs entreprises sur le monde entier, avec Mac Animation, alors on fait des films animation, on fait des produits en virtuelle réalité, avec notre usine VR Coaster. Alors MacNext, c'est en fait le mieux de chaque côté. Alors on a l'expérience de faire des grands vides et on a la qualité aussi de faire des films animation. Et ici à Plopsheim, c'est un centre créatif pour toutes ces catégories. Et on ne sait pas que MacNext va faire dans 40 ans. Peut-être on va faire un film sur le monde entier animé, peut-être on va être le leader mondial avec le casque virtuel, on ne sait jamais. Avec le volétarium, le cinéma 4D ou encore les lunettes de réalité virtuelle dans certaines attractions, le parc a déjà investi dans ce secteur qui compte pas moins de 100 salariés à plein temps. Mais avec ce nouveau centre, Europa Park souhaite développer encore plus cette dimension et produire des films d'animation. Ce sont des éléments très innovants, je veux dire, de travailler sur le cinéma virtuel. On sait qu'il y a là une source de développement technologique mais aussi économique, en création d'emplois, mais aussi en création de richesses. Et cela peut être le début d'une aventure qui, certes, permettra la progression de son entreprise ici, mais attirera de toute évidence un certain nombre de talents sur notre territoire. D'abord, artistes, évidemment, dessinateurs, bien sûr, designers aussi,
mais aussi d'autres entreprises ou des écoles de formation qui ont déjà pris contact avec la métropole. Et un travail collaboratif, de toute évidence, avec les universités et la recherche, mais aussi avec des entreprises comme Arte, qui travailleront avec la créativité d'une entreprise comme celle de Michael Mack. À terme, le site devrait accueillir 50 salariés, dont la moitié sont déjà issus du groupe. S'installer en France devrait permettre à Europa Park de s'appuyer sur l'expertise et la créativité française. Avec ses 120 studios d'animation, la France est le 3e producteur de films d'animation après le Japon et l'Amérique. Situé à 30 km du siège du parc, Plopsheim était donc idéal. Mack Media, en choisissant Plopsheim, a vraiment choisi l'environnement agricole et verduré de la commune, a choisi l'écrin en fait qu'offrait la commune. Et la proximité de Strasbourg et la proximité de Russe et la proximité de l'Allemagne, en fait pour eux on était idéalement situés tout en offrant l'environnement qu'ils recherchaient, cet environnement un peu apaisé. Sur ces 3 hectares, des bureaux, un studio et une résidence créative devraient commencer à sortir de terre d'ici 2021. Coût de l'opération, 2,5 à 4 millions d'euros. The Future Lab of Entertainment. Et pour finir ce journal, c'est comme tous les soirs l'image du jour. Elle est signée Oliviane. Déjà élu meilleure destination d'Europe 2020 il y a quelques jours, Colmar est aujourd'hui encore sous les feux d'Internet avec ce joli dossier sur les 10 curiosités à découvrir dans la ville. Certaines ne sont pas des surprises, mais avez-vous déjà détaillé les 106 têtes de la Maison des Têtes ou le barbu de la maison de Sumkragen? Savez-vous que la maison Adolphe est elle la plus vieille de Colmar et date de 1350 et que la statue de Lazare de Schwendi, sculptée par Bartholdi en 1898, représente le diplomate et général d'Empire brandissant un plant de vigne, sans doute du Tokay rapporté de Hongrie. Mais vous allez vous étrangler quand vous saurez que cette riche documentation provient d'un site intitulé Mon Grand Est. Eh oui, on en apprend des choses dans l'image du jour d'Oliviane. Merci beaucoup Anna, bonne soirée, on accueille le plateau du soir. Martial Debris, venez nous rejoindre, Éric Borner, notre magicien mentaliste, notre invité Denis Ramspacher, président de la Chambre d'agriculture Alsace, Cyril Saliou, Pizzaiolo, Laura Kremer qui l'accompagne évidemment dans cette belle aventure. Voilà pour le sommaire de cette émission 24 heures en Alsace, c'est juste après la météo. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce mercredi 19 février. C'est une nouvelle perturbation qui arrive sur notre territoire et qui nous apportera de la pluie. Vous le voyez sur l'ensemble du territoire transfrontalier. On ne verra plus beaucoup le soleil, sauf dans le nord du territoire, notamment du côté de Saverne, Sarre-Union, c'est Wissembourg ou encore Karlsruhe. Quelques petits rayons de soleil également si vous êtes chanceux du côté de Colmar. Pour le reste du territoire, c'est un temps bien chargé et humide. Côté Mercure, on ne change pas beaucoup par rapport à la veille. 4 degrés prévus sur la majeure partie du territoire alsacien, jusqu'à 5 degrés la maximale. Ce sera pour Colmar. On restera également sur des températures aux alentours de 4 et 5 degrés sur la région du Bade-Wurtemberg et le nord de la Suisse. L'après-midi, ça s'arrange. On peut dire ça comme ça. Toujours pas mal d'averses au programme et on verra beaucoup plus le soleil. Le ciel alternera entre soleil, passage nuageux et averses. Côté Mercure, ça grimpe en après-midi, forcément. 6 degrés prévus, ce sera la minimale du côté de Saverne ou encore Sarre-Union. 7 degrés pour Wissembourg, 8 degrés ce sera pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse. 9 degrés la maximale prévue pour Colmar. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de jeudi et une belle journée en perspective. Le retour du soleil, notamment dans le sud, un grand soleil quasiment sans nuages. Des nuages qui persistent un petit peu dans le nord, mais rien de bien méchant. 11 degrés jeudi après-midi au meilleur de la journée en Alsace. Mercredi, nous serons donc le 19 février et nous fêterons les Gabins. Bonne fête à eux. Le soleil se lèvera à 7h30 pour se recoucher à 17h55. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. À demain, salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et Denis Ramspacher est l'invité de la rédaction, président de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Êtes-vous un homme heureux maintenant, à quelques jours du Salon de l'agriculture, Salon international, avec le grand retour de l'Alsace, Denis? Oui, bonsoir. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment agréable puisqu'on va parler d'agriculture dans le salon.
Donc c'est un moment de communication et je pense bien que l'agriculture en a besoin. Et l'Alsace qui revient aussi, non pas qu'elle était absente, mais on va dire qu'elle est plus visible. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, l'Alsace était toujours présente dans le cadre du Grand Est. On l'était un peu plus peut-être avant, lorsque l'Alsace était encore une région. Donc dans le cadre du Grand Est, on était présent avec les autres territoires, je dirais. Et maintenant, c'est vrai qu'il y aura un petit peu de retour de colombage, de la cigogne, donc ce qui fait que l'Alsace sera un petit peu plus visible pour le bien des exposants et aussi pour le bien de l'agriculture. Voilà, c'est les images qu'on va voir maintenant. Il y a un petit peu la marque Alsace qui revient. On le voit, ce fameux hacker, ce bretzel. Ce sont des symboles, mais c'est des symboles qui sont importants quand même pour les Alsaciens. Oui, c'est important parce que là aussi, le tourisme sera présent. Et donc, quelque part, attirer aussi, par l'intermédiaire du salon, des touristes plus tard en Alsace, c'est bien déjà pour notre tourisme, mais c'est aussi bien pour l'agriculture, puisque si quelque part les touristes viennent, c'est que l'agriculture aura bien fait son boulot, que les paysages sont agréables. Et puis s'ils sont ici, ben, j'espère qu'ils mangeront un peu de choucroute et peut-être un petit peu de pizza aussi, si elle est alsacienne. On va y venir, il ne vous a pas oublié, hein. Il est gentleman. Ça commencera ce samedi du 22 au 1er mars. Et en préparant cette émission, Denis, vous m'avez dit que c'est un moment important, car les gens ne connaissent ni la production ni l'agriculture. Oui, on a l'impression aujourd'hui que l'agriculture est méconnue, puisqu'on remarque souvent que l'agriculture est critiquée. Et en tant que président de la Chambre d'agriculture et au nom des agriculteurs, je suis persuadé qu'on a la meilleure agriculture au monde, qu'on a les meilleurs produits que nous produisons. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens de critiquer, enfin, peut-être pas l'alimentation, mais peut-être la façon. Donc nous sommes effectivement aussi dans une transition. Ça fait depuis des années que nous évoluons par rapport aux attentes sociétales. Nous sommes prêts aussi à relever ce défi. Mais ça ne va pas d'un jour à l'autre et ce sera progressif. Et c'est quoi le métier d'agriculteur, au juste? Ben déjà, c'est un beau métier. C'est un beau métier, enfin, c'est ce que j'ai toujours pensé lorsque j'ai pris ce métier quand j'étais jeune. Après, c'est vrai que bien souvent, on rencontre des difficultés. Des difficultés, c'est vrai, innombrables par rapport déjà aux revenus, parce qu'économiquement, c'est important. Si l'agriculture ne gagne plus d'argent, ben, il n'y aura pas de relève, il n'y aura pas de jeunes qui vont reprendre. Et donc, on essaye de produire du mieux possible. Et pourtant, nos consommateurs veulent aussi acheter souvent le moins cher possible. Et bien, c'est ça un petit peu notre problème. Pendant que nous, on fait de la qualité, ben, souvent, il y a des produits qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres que nous produisons. Et souvent, le consommateur, lorsqu'il regarde sur le prix, ben, il achète le prix et pas toujours le produit ni alsacien ni français. Voilà, j'aime bien Cyril qui hoche du chapeau, évidemment, pour une raison simple, c'est que vous privilégiez dans votre pizzeria à Beinheim les produits, les circuits courts, les produits frais. C'est bien ça, ouais. On essaye de travailler le plus de produits régionaux. Donc je comprends le discours parce qu'on a le même souci dans le travail qu'on fournit dans les pizzerias. On a les pizzerias qui font du travail de qualité, avec des produits de qualité, avec des produits avec du vrai lard, en Alsace, avec du vrai, voilà. Et par contre, après, vous en avez certains qui font moins bien, et du coup, c'est le tarif qui va compter plus qu'autre chose. Donc, effectivement, le problème se retrouve un peu dans tous les domaines, quoi. Alors, Denis, justement, comment est-ce qu'on répond aux attentes des consommateurs? Ils veulent du circuit court, on est d'accord. Ils veulent moins de pesticides, ça, on est évidemment tous d'accord aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas forcément payer plus cher. Est-ce que c'est l'équation impossible? Je ne vais pas dire que c'est impossible, on y réfléchit. Donc il y a eu des grandes réflexions au niveau, notamment ce qu'on appelle les états généraux de l'alimentation au niveau national. Il en est, à la base, c'était pour améliorer le revenu des agriculteurs. Et donc au final, on remarque que c'est plutôt les attentes de la société qui sont retenues. Donc, c'est vous qui trinquez? Un peu, parce que si on n'est plus en capacité, je dirais, d'être compétitif par rapport aux autres produits qui viennent d'ailleurs, ça va être compliqué pour les agriculteurs. Donc, on essaiera bien évidemment d'améliorer les choses, puisque quelque part l'État nous attend aussi par rapport aux réductions de produits phytosanitaires, je le dirais comme ça, c'est un petit peu mieux. Mais il ne faut pas croire que d'un jour à l'autre, cela est possible. Parce que quelque part, lorsqu'une plante est malade, c'est comme si nous, on est malade, il faut des antibiotiques. Quand une plante est malade, il faut la traiter, parce que sinon, vous risquez aussi un jour ou l'autre... On n'a pas pour l'instant trouvé... on a trouvé, mais pas à grande échelle. Voilà, il faut laisser faire un peu la recherche, parce qu'ils trouveront à un moment ou un autre des produits qui seront beaucoup moins nocifs que c'était le cas. Et vous voyez, l'autre jour, j'ai vu une émission sur les sauterelles qui sont en train de manger des cultures entières. Si vous n'avez plus de produits à ce niveau-là, et pourtant ils en appliquent, ils n'ont pas le choix. Si vous n'en avez plus, quelque part, à un moment ou un autre, vous serez... On aura un problème comme ça. Oui, et peut-être plus d'alimentation aussi à un certain moment sur un territoire au moins.
633 000 visiteurs au Salon de l'Agriculture. C'est un succès incroyable. 32 000 professionnels. L'Alsace, évidemment, je le disais, qui fait son grand retour, en tout cas avec les symboles, avec une identification plus marquée. On vous a vu avec Jean Rotner, président du Grand Est, avec Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry sur ces images. Le stand Terre Alsace, voilà, il est visible. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'on découvre le vin, les créments d'Alsace, qu'on découvre les agriculteurs? C'est quoi que vous en attendez? Déjà, c'est très très bien que l'ensemble des élus de la région et aussi ceux du département et peut-être de la future collectivité européenne d'Alsace soient intéressés par l'Alsace et la présence de l'Alsace au Salon de l'Agriculture. Alors, sur ce nouveau stand institutionnel, il y aura effectivement différentes filières agricoles. Et c'est vrai que les fruits, les légumes, la choucroute, il y aura aussi une filière laitière qui sera présente, donc le houblon. Donc pratiquement une grande partie des productions alsaciennes qui seront présentes à ce niveau-là sur ce stand institutionnel. Et ce que vous recherchez, vous, en tant que président de la Chambre, c'est de la visibilité? Écoutez, tout ce qui peut être favorable à notre agriculture, tout ce qui peut être favorable à l'Alsace, on ne peut qu'être d'accord et puis le soutenir. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous. Je rappelle que cette grande foire, ce grand salon international de l'agriculture, ça commencera ce samedi. Je ne vous demande pas où vous serez samedi, évidemment. Et ça durera jusqu'au 1er mars. Comme tous les mardis, il met des paillettes dans vos yeux. Il s'appelle Eric Borner, il est magicien et mentaliste. Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Et c'est un véritable tour de magie qu'il vient de faire. Il est passé de là à là. Ça va, Eric? Très agréablement, très heureux de vous retrouver ici. Mais écoute, c'est partagé. Alors, je vous ai emmené un jeu de cartes très particulier, puisqu'il y a toujours encore mes 52 partenaires. Est-ce que vous jouez aux cartes de temps en temps ou pas du tout? Très rarement. Rarement, poker, blackjack, essai, Uno, Rami, strip poker, c'est poker. Oui. Tarot et belote. Tarot et belote, voilà. On va mélanger le jeu un tout petit peu. J'aurais pu vous présenter un simple numéro de carte où on aurait pu vous demander, honneur aux dames, choisissez n'importe quelle carte, juste en prendre une et une seule, ne me la montrez pas pour le moment, ne la regardez pas pour l'instant, posez-la juste ici si vous voulez bien. Elle ne peut pas la regarder non plus. Pas la regarder non plus pour l'instant, et vous posez une seule et unique question, quel est le nom du 3 de trèfle que vous avez choisi? Est-ce que vous voulez bien regarder la carte? Mais non. Et la retourner? Je vous en prie, allez-y. Et on aurait pu constater, vous pouvez le montrer à la caméra. Montrez la caméra vers ici. Voilà, bougez pas. C'est bien le 3 de trèfle. La carte que vous aviez en main était un 3 de trèfle. Mais vous m'auriez dit, ça c'est un numéro presque, j'ai envie de dire, classique. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser ce 3 de trèfle que vous avez choisi, qui est une carte rouge, et on va additionner ici une carte noire. J'ai pris la moitié du jeu qu'on va mélanger, simplement mixer les cartes les unes dans les autres, et c'est vous qui allez jouer. Je vais vous demander si les cartes que je pose sur la table sont ou des cartes rouges ou des cartes noires. C'est du Stendhal ou du Jeanne Masse. Question de culture, d'accord? Par exemple, la première, on fait l'essai, je vous laisse démarrer et on tourne ensemble. Denis, quel est votre prénom, Denis? Denis. Belle mémoire. Denis, la carte que je viens de poser est une carte noire ou une carte rouge? Une carte rouge ou une carte noire? Et je dirais une carte noire. Une carte noire. Alors on va vérifier, on fait la même chose, Denis, tout à l'heure, mais sans se tromper. Je vous laisse donc une seconde chance, à vous de jouer. Sans se tromper. Je dirais de nouveau une carte noire. Une carte noire, et ainsi de suite. Vous me dites? Une carte rouge. Une carte rouge suivie de? Carte rouge. Une carte rouge. Carte noire. Une carte noire. Carte noire. Noire. Et ainsi de suite, vous avez compris le principe. On va le faire de plus en plus vite, sans s'arrêter. Simplement pour moi, pour que ce soit plus agréable, si ça ne vous embête pas, je vais le mettre dans ce sens-là. Allez, noir. Noir. Rouge. Moi, je reste noir. Noir. Rouge. 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 Rouge, très bien. Rouge. De plus en plus vite. Rouge. Rouge. Noir. Noir. Vous aimez Johnny Hallyday, hein? Noir, c'est noir. Hein? Rouge. Rouge. Noir. 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 Allez, rouge. Consonne. Vous voyez. Vous allez faire les 50 de cartes? Consonne, oui. Noir. Noir. Rouge. Rouge. Denis.
Noir. Je vous ai réveillé avant la digestion. Je voulais pas. Noir. Vous vouliez en jouer plusieurs. Je comprends. On arrive à la première moitié de mon jeu. Je vais donc récupérer une carte noire qu'on va déposer du côté rouge et une carte rouge qu'on va déposer du côté noir. On va pas en prendre ici parce qu'il faut vraiment que je puisse avoir la moitié de mon jeu. Mais si je prends par exemple celle-ci, juste là. C'est vous qui redémarrez et on fait la boucle dans l'autre sens. Oui, pour les plus sceptiques. Ah oui, c'est un tour on va qui mélanger dure. un tout petit Ça peu. tourne de 2 heures. Rouge du côté rouge. Noir. Couleur de la vie. Noir. Sous-vêtements. Rouge. Noir. Noir. Rouge. Et rouge. 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 Et noir. Et noir. 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 Et rouge. Et rouge. Si j'arrive là, quel est votre chiffre préféré entre 1 et 10? Le 7. Le 7, dites-moi stop sur 7 cartes au hasard, n'importe lesquelles. Stop. 1. Stop. 2. Stop. 3. Vous pouvez jouer les suivantes. Stop. 4. Stop. 5. Stop. 6. Stop. Terminé. Vous pouvez jouer les suivantes, plus qu'une et une seule à jouer. Stop. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci? 1, 2, 3. Celle qui est posée au milieu. Celle-ci? Ouais. Celle-ci. À votre avis, on a réuni ici 7 cartes. Est-ce que ces 7 cartes-là sont des cartes rouges ou des cartes noires? Noir. Des cartes noires? Ouais. Des cartes noires. Je peux pas le dévoiler. Est-ce que vous voulez changer d'avis? Non. Alors, je peux pas le montrer tout de suite, mais on le verra un petit peu plus tard, si elles sont vraiment noires. Mais quoi qu'il en soit, je vais les poser du côté noir. Alors, vous m'avez dit ça au hasard. Tout le reste du bloc, je vais le mettre du côté rouge. Mais si on peint cette réalité, on peut la modifier légèrement et se rendre compte que du côté noir, vous êtes amusé à classer toutes les cartes noires. Que du côté rouge, vous êtes amusé à classer toutes les cartes rouges. Que du côté noir, vous êtes amusé à ranger toutes mes cartes noires. Et que du côté rouge, et vous avez bien fait d'insister, hein, d'ailleurs, noir, on a pu ranger toutes les cartes. Comment il fait ça? Mais c'est de la magie. C'est dingue quand même, parce que Cyril, Laura ou Denis, c'est nous qui avons choisi, quoi. Voilà. Ah, non, c'est clair. Et on est juste à côté. Et on est à côté. tu serais pas un peu magicien, toi? Un petit peu. Voilà. Il est avec nous en direct tous les mardis ou parfois effectivement en stand-up, ce qui est autant redoutable. Allez, à suivre, on va discuter avec Laura Kremer et Cyril Saliou. Cyril se prépare au championnat de France de la pizza 2020. Il est en finale. Ce sont les meilleures pizzas. Vous nous direz pourquoi et votre secret. Et ça sera également avec Martial Lebriff pour les livres juste après ça. Et retour sur le plateau de 24 ans en Alsace avec à la page Martial Debriff. Bonjour à toutes et à tous, je vous ai préparé un spécial années 80 ce soir à travers tous nos artistes et les plus grands artistes de la chanson française. Alors, qui a composé paroles et musique, interprété l'ensemble de ces chansons pendant quasiment 50 ans et vendu plus de 6 millions d'albums? Ah, on est dans le... Pose plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Les Rolling Stones. Non. Michel Sardou. Oh, ça aurait pu. Véronique Sanson. Alors, 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. Alors, je vous présente ce soir un très beau livre de Alain Vaudrasca. Alors, la particularité que ce n'est pas un ouvrage officiel de Véronique Sanson, mais il a été écrit avec la complicité des musiciens, des gens qui aiment Véronique Sanson et qui l'ont côtoyée pendant tant d'années. Et on va apprendre évidemment nombre de choses. Alors, moi qui suis un passionné de Véronique Sanson... Moi, je suis un fan absolu. Ah, mais moi aussi. Elle était mariée avec Steele, ouais. de Crosby, Steele & Nash & Young, et ils ont un fils ensemble qui est musicien. Exact. Voilà. Et moi, quand elle fait une tournée, je fais tous ses concerts et j'ai quasiment écrit mes 25 ouvrages avec en sourdine les chansons de Véronique Sanson. Voyez. Donc vous avez lu cet ouvrage, L'amour qui bat. Exact. Et évidemment, on découvre des choses un petit peu plus, en tout cas intimes, qu'on a l'habitude d'avoir dans les biographies officielles. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette femme a beaucoup souffert avec l'amour, les maris qui étaient insatisfaisants, et à travers aussi la maladie, elle est quand même revenue sur scène et essayer de convaincre, en tout cas toujours convaincre le public. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est quelque chose de très particulier. Et son actualité, c'est en 1989 qu'elle souffre le plus avec un morceau qui s'appelle
Allah, que l'on va entrevoir maintenant musicalement. Oui, on a quelques images. Alors on est en 1989, le disque s'arrache à plus de 100 000 exemplaires et puis en sortant de scène à Caen, elle reçoit les premières menaces et on lui dit ben voilà, si tu continues à chanter cette chanson, c'est boum. Ouais. Elle se retrouve à l'Olympia quelques jours plus tard et elle enlève de son répertoire ce morceau qui reste quand même tristement d'actualité aujourd'hui. C'était en 89 hein. C'était en 89. Alors, elle l'a rechanté en 98. C'est d'ailleurs ce que vous venez de voir en fait sur cette vidéo. Et à travers la biographie qui vient de sortir jeudi dernier, eh bien, vous allez apprendre nombre de choses sur cette artiste qui est à la fois amoureuse dans la douceur du danger entre Annecy, Vancouver et Bahia. Parce que cette chanson, c'est contre le fanatisme. Hein. Oui. Voilà, c'est pas contre l'islam. Et c'est ça qui va la faire souffrir quelque part, c'est qu'on ne comprenne pas son combat. Oui, elle dit d'ailleurs, j'ai noté, hein, cette chanson, je l'ai écrite comme une prière à Allah lui-même, vraiment pas comme une insulte, c'est contre l'intolérance, le fanatisme et absolument pas contre l'islam. Voilà. Après Véronique Sanson, un grand monsieur, hop, Elton John. Ça, alors, bon, ça. Je me suis payé quand même la biographie en anglais. C'était pas facile du tout. Tu parles si bien que ça. Non, mais heureusement que j'avais un Google Translate. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on découvre dans cette biographie d'Elton John absolument magnifique? C'est que c'est un homme qui s'est construit seul et vraiment seul. Et on est complètement transporté dans le quotidien de ce personnage, de cet artiste hors du commun, qui est en fait un petit prodige dès le départ et qui est un peu soutenu par, en tout cas, les femmes à la maison, pas trop par les hommes. Et il va, en tout cas, passer les premières auditions et évidemment exploser dans le monde entier, quand même 800 millions d'albums vendus dans 80 pays. Et il a été anobli par la reine. Oui, absolument. Oui, Sir. Ouais. Et donc, du coup, il va passer de pays en pays, de tournée en tournée, d'année en année. Il ne sait plus où il se trouve. Il est surtout complètement en décalage horaire et dans la dépendance des drogues et de l'alcool. Et il va arrêter du jour au lendemain. Il le dit d'ailleurs dans la biographie, il y a une toute petite phrase, mais très très belle. Le problème, c'était moi. Et il va en fait s'arrêter du jour au lendemain et il va continuer cette carrière absolument extraordinaire. Ce livre, il est d'une beauté absolue en français. En anglais, je n'ai pas trouvé encore en tout cas la valeur de tous ces mots. Mon ami qui est à côté le lira avec beaucoup de plaisir. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'on retrouve toute cette finesse et toute cette tragédie qu'il y a eu dans sa vie d'aller à la rencontre de l'amour. On le sent bien dans l'ouvrage et on le ressent aussi sur scène dans cette dernière tournée qu'il est en train de nous offrir. Allez, une petite dernière, il y a des aficionados évidemment en France. Éric Bornin, vous êtes un très grand fan de Mylène Farmer. Ah, j'adore Mylène Farmer. Ça fait partie des grands spectacles qu'on a encore chez les artistes français. Exactement. Très, très Eh bien alors, il va être très heureux parce que c'est un livre sur les spectacles de Mylène Farmer. Voilà, qui est signé... Je suis moins fan que toi, de Julien Autier et Sophie Kerala. J'ai un peu du mal à retenir son nom de famille. Alors, on y apprend quand même des anecdotes extrêmement intéressantes, comme par exemple Mudler, ils se sont rencontrés au Cours Florent. Mudler. Ouais. Ils se sont rencontrés au Cours Florent, et lui, il était en train de monter une pièce, une adaptation du Père Noël est une ordure. Et elle devait jouer le rôle de Zézette. Non. Si. Mylène Farmer. Mylène Farmer. C'est drôle, ça. Il faut dire qu'elle s'est améliorée dans la mise en scène parce qu'elle nous a fait des concerts absolument fantastiques, dans des tenues absolument incroyables. Elle est québécoise, Mylène Farmer. Et puis, elle aime le froid, sauf qu'elle va se retrouver au chaud. En 1994, elle part vivre en Californie parce qu'elle a l'échec du film Giorgio. Et c'est vraiment le seul échec de sa vie. Et elle va se mettre à fond. Je ne connais même pas le titre, c'est que ça doit être un vrai échec. Voilà. En tout cas, elle va se mettre et s'investir dans les concerts. La tournée 1996, c'est quelques 12 millions d'euros
d'investissement avec on va voir à l'écran l'araignée de Mylène Farmer et puis la locomotive XXL. Mylène s'entoure des meilleurs couturiers, des meilleurs évidemment musiciens, dont notre ami Yvan Cassard qui a fait l'album symphonique de Johnny Hallyday. Ce livre, juste encore quelques chiffres, est à l'image des tournées de Mylène Farmer. 45 semi-remorques sur la dernière tournée, 1800 manutentionnaires, 150 tonnes de matériel accroché au plafond. La presse avait annoncé ça comme étant le meilleur concert de l'année. Ce le fut. Et si vous n'avez pas eu le temps de le voir, achetez le livre. Ça s'appelle De scène en scène, Mylène Farmer. Vous êtes fan de Mylène Farmer, Laura ? Pas spécialement, j'avoue. Vous êtes fan des pizzas que fait Cyril ? Toujours. Ça tombe bien, on va parler de ça justement maintenant. C'est Cyril Saliou. Qu'est-ce que je peux dire ? Vous êtes évidemment chef, hein, c'est votre formation. C'est ça. J'allais dire pizzaiolo. Pizzaiolo, il y a quelque chose qui est pas sympa, qui est un peu réducteur ? Non, pas du tout. Non, ça fait partie du métier qu'on fait. Donc non, on est pizzaiolo. Vous êtes pizzaiolo. Moi, je suis chef. Enfin, je suis cuisinier de métier, mais je suis allé vers les pizzas parce qu'il y a une autre façon de travailler la cuisine, en fait. Eh bien, ça se passe à la pizza de Beinheim. Si vous voulez vous régaler, c'est uniquement à emporter. Alors, il y a déjà un prix que vous avez. On a les images qu'on découvre parce que vous allez participer au championnat de France de la pizza 2020. C'est quoi ce qu'on voit là, Cyril ? Mais là, c'est le trophée donc, qui est décerné aux 3 gagnants d'une étape pour se qualifier justement à Paris. Donc moi, je me suis qualifié en étant 2e à Dijon. Je suis assez fier de la qualification parce qu'en fait, dans le jury, il y avait quand même un vice-champion du monde, il y avait 2 champions de France et un chef étoilé. Donc la pizza a fait sensation, a priori. Donc, surtout quand je sais que c'est le chef de cuisine qui me donne le plus de points possible. Donc, je suis assez fier. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a 3 jours, on a fait quelques images chez vous. Alors, regardez quand il est en train de travailler ses pizzas. Et Mathieu Chanvillard a eu la chance de repartir avec 3 pizzas qui ont été instantanément mangées par les 2 Romains en régie et Léa. Je tenais à balancer parce que on n'a pas eu le temps de les goûter, on voulait en montrer une. C'est foutu. Laura, à vos côtés, votre compagne, qu'est-ce qu'elles ont ces pizzas de particulier ? On travaille essentiellement les produits frais. Donc déjà, c'est une volonté de notre part de vraiment faire de la qualité. On en a parlé dès le départ entre nous. C'était vraiment... Alors moi, je suis chargée de communication dans le domaine de la restauration. À la base, c'était ma formation. Et dès le départ, quand on a repris il y a 2 ans, on voulait vraiment essentiellement travailler la qualité, les produits locaux, travailler sur place aussi essentiellement. Donc voilà, tout ça, c'est un peu globalement l'image qu'on essaie de donner de la pizza aujourd'hui. Alors, il faut nous expliquer comment ça va se passer cette finale. On va rappeler que c'est bientôt, c'est du 29, c'est dans un mois, c'est du 29 au 31 mars. Chacun doit ramener ses ingrédients, ce qui est relativement logique, dont la pâte. Et la vôtre, elle doit lever pendant 3 jours. Comment vous allez faire, sachant qu'une pâte, c'est quand même difficile à transporter ? C'est la question, en fait. C'est là-dessus que je travaille pour l'instant. Non, mais je travaille là-dessus pour l'instant. Pour Dijon, on a mis la pâte dans une glacière le temps du trajet. Après, on l'a laissé lever de nouveau à l'air libre. Et elle n'a pas bougé ? Elle n'a pas bougé, non, elle a bien réagi. Donc vous faites les tests pour voir si c'était... Là, le trajet est un peu plus long, donc il va falloir refaire les tests à grande échelle, quoi. Enfin, comme au concours, ce sera pour fin mars, quoi. Alors là, ce sera les meilleurs. C'est vraiment 150 pizzaiolo de France. Ça sera le titre de champion de France. Dans une épreuve comme celle qu'il va y avoir, est-ce qu'on prend des risques ? Est-ce qu'on innove ou on s'en tient à son savoir-faire ? Moi, je préfère prendre des risques parce que je pense que les juges préfèrent justement. Parce que venir avec du classique, c'est bien, mais il faut risquer le classique. Donc le retravailler un petit peu. Et je pense qu'en faisant ça, c'est là que le jury peut être surpris. Et je pense que des vice-champions du monde, des champions de France en titre, ne peuvent pas être surpris par un vrai classique. Donc, alors regardez les finitions, parce que c'est Laura qui s'en occupe quand on est à Beinheim. C'est ça, Laura ? Oui, en général, oui. En plein service, c'est moi. Et puis on a aussi une employée qui s'en occupe en partie. Là, Cyril, vous n'aurez pas Laura à vos côtés. Non, là, il faudra que je termine tout seul. Là, vous travaillerez ça a été un peu la difficulté lors de l'épreuve à Dijon, parce qu'on a 15 minutes. Il y a un temps de cuisson qui est quand même assez long pour que la pizza soit bien levée, pour qu'elle soit bien gonflée. C'est pas votre four ? C'est pas notre four. Il fait un peu plus frais que dans nos locaux. Donc, vu que ce sont des installations qui sont prévues pour dans les entrepôts métro, donc il fait un peu plus frais que chez nous. Et oui, effectivement, il faut s'adapter à un lieu de travail qu'on connaît pas. Il y a la pression aussi, forcément. Donc, 15 minutes, ça devient court. Quand on commence à faire une pizza où vous avez
6 produits travaillés de façon différente. Il y a 11 manipulations à faire sur la pizza. Donc 2 minutes 30, ça devient long, ça devient court pour finir le dressage. Denis Ramspacher, vous avez bien compris que ce sera des produits alsaciens qu'il va ramener. Hein. J'espère, c'est important. Bah c'est du circuit court, on est d'accord oui. Là, non, j'ai travaillé... Du circuit court alsacien que vous ramenez à Paris, donc voilà, c'est déjà ça, non, mais j'ai travaillé plus, je suis aussi d'origine bretonne, et du coup j'ai travaillé le homard breton, avec... Pizza au homard ? Oui, une pizza au homard. Mais où est cette pizza ? Ah ouais. Nous, on entend parler de pizza. Je te dis, c'est les deux Romains en régie et Léa qui l'ont mangé. Je reviendrai après la finale. Voilà, vous avez une qualification d'artisan, on l'a rappelé, tout est frais, et vous m'avez dit, c'est le bon moment, je suis un compétiteur, et c'est à 40 ans qu'il faut le faire. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est que j'ai eu un déclic cette année, l'année dernière, en 2019. Je me suis dit, les clients nous montrent tous les jours qu'on fait du bon travail, en venant, en étant fidèles. Donc ça, on les remercie tous les jours. Et là, du coup, je me suis dit, il faut que je vois si effectivement les clients ont raison de penser ça. Et c'était la meilleure solution d'aller montrer ça à mes pairs. Quoi. Donc, Laura, comment vous l'encouragez ? Comment il se prépare actuellement ? C'est un travail de tous les instants. Il y a les jours de congé qui y passent, les services à rallonge, puisque quand on a terminé avec les clients, on fait les tests de cuisson, les tests de pâte, d'étalage, etc. Donc, il y a beaucoup d'heures qui y passent, mais après, c'est super gratifiant. Il y aura une pizza à préparer ? Une seule. Vous savez déjà laquelle ? Ah oui. Vous pouvez nous le dire, celle qui a gagné à Dijon, qui m'a qualifié. Homard, mais seulement, je vais la retravailler un petit peu. Je vais l'améliorer. Allez, on y va. Vous êtes les bienvenus. Hein. On fera aussi des journées tests avec nos clients. Donc on les invite. Donc vous êtes les bienvenus. On vous tiendra au courant pour les dates. Avec grand plaisir. On va vous laisser le 06 de Denis et d'Éric Borner et de Martial. Bonne route à vous. On suivra évidemment tout cela de très près. On va rappeler que c'est du 29 au 31 mars. Est-ce qu'on peut passer un tout petit message juste 20 secondes. Très rapide. Parce qu'on avait lancé sur Facebook, on a des nouveautés pour nos clients. C'est juste pour leur dire que le village concerné par le distributeur qui va s'ouvrir en avril, c'est Trimbar. Comme ça, voilà, j'aurais tenu. Il y aura un distributeur à pizza. Excellent, fallait le lire. Voilà. Et sinon, c'est la pizza de Beinheim, c'est à remporter. Ça vous donne envie, les images ? Vous avez une petite fin, la Denis. Bien sûr. Ah oui. On va rappeler que le Salon de l'Agriculture, pour notre invité Denis, c'est à partir de samedi. On est derrière tous les Alsaciens. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Bonne route pour cette compétition. Merci Eric, merci Martial. Et nous repart dans le Tour des cantons. C'est l'actualité avec les chercheurs du CNRS qui se donnaient rendez-vous au vaisseau. C'est un reportage d'Adrien Labi. Et moi, je vous dis à demain, 19h. Salut. Les nanomatériaux, cela vous parle ? Peut-être pas, mais vous en utilisez tous les jours. Ils sont présents dans les crèmes solaires, les objets ménagers ou encore le dentifrice. Ce sont de minuscules particules qui peuvent avoir des propriétés bien surprenantes. Pour comprendre comment cela fonctionne, autant demander à un spécialiste. Olivier Félix et son équipe du CNRS sont les créateurs de ce revêtement hydrophobe. Rien de compliqué, c'est aussi simple qu'une recette de cuisine. On fait des lasagnes, mais à l'échelle moléculaire. En fait, on va déposer des couches, et ces couches-là, on va les empiler les unes sur les autres. Donc on va vraiment créer des lasagnes. Face à lui, 4 jeunes venus au vaisseau pour Ose la recherche. Objectif de cet événement, faire se rencontrer ados et scientifiques. On va utiliser une approche de vulgarisation en rentrant par exemple les lasagnes. Et on va dire qu'on n'utilise pas de sauce tomate et de plaques de pâte, mais on va utiliser plutôt des objets qui vont être différents, de différentes structures à l'échelle nanométrique, donc très petites échelles. Et voilà. Et puis en général, ça se passe bien et on donne des exemples simples d'applications qui leur permettent de comprendre les propriétés, donc la magie des surfaces. Et ça, c'est des milliards de bactéries qui se sont développées parce qu'ils ont... On retrouve nos 4 jeunes gens en compagnie de Françoise Bringel. Elle est chercheure en microbiologie de l'environnement. Son objet d'étude, les micro-organismes qui vivent tranquillement leur vie tout autour de nous. Ces outils de travail, des petites boîtes de culture. J'ai emmené un peu du matériel, j'ai emmené une boîte de pétri pour montrer un petit peu la biodiversité que l'on peut trouver. Chaque colonie ici représente un organisme différent qu'on voit par les différences de couleurs, différences de formes. Il y a des poilus, des lisses, etc. Donc ça montre bien qu'on est entouré d'une foule d'organismes très différents à explorer, dont on ne sait pas encore ce qu'ils font et qui pourraient être biotechnologiquement importants à comprendre comment ça fonctionne.
Dans les petites boîtes de Françoise se trouve peut-être l'avenir des biotechnologies. Les micro-organismes de l'environnement sont en effet encore mal connus et certains d'entre eux pourraient bien avoir des propriétés très utiles aux macro-organismes tels que l'homme. Ce que j'étudie, c'est des bactéries capables de dégrader des polluants, des solvants chlorés. Et donc, ces solvants chlorés sont répandus au niveau de sites industriels. Et donc, ils contaminent pas mal de sites industriels. Tout ça, c'est pour pouvoir faire de la biorémédiation, de la dépollution de sites en utilisant des micro-organismes capables de dégrader les polluants. L'événement a rassemblé près d'une centaine de jeunes et mobilisé 17 chercheurs. Une fois n'est pas coutume, si aujourd'hui ils sont sortis du labo, c'est pour parler de leur métier, bien plus que de leur domaine de recherche. Ils découvrent le métier de chercheur. Un petit peu une science, mais ça ils ont d'autres occasions, il y a des tas d'occasions de découvrir les sciences. Mais qu'est-ce que c'est que le métier de chercheur? C'est pour ça que j'ai aimé leur montrer ça, parce qu'ils ont du mal à imaginer qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Ils imaginent peut-être qu'on passe notre temps sur un ordinateur à programmer, et en fait c'est qu'une petite partie finalement de notre temps. Je leur raconte aussi comment on part en congrès, etc. Et ça ils le savent souvent pas. Issu d'un partenariat entre le vaisseau et le Centre national de la recherche scientifique, Ose la recherche en est à sa 12e édition. La recette fonctionne bien, chaque année ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire. Cet après-midi, chaque participant a pu échanger avec 4 scientifiques pendant plus d'une vingtaine de minutes. On essaie de privilégier une rencontre. On accompagne des scientifiques pour les aider à présenter simplement et à vulgariser et à parler de leur quotidien de manière accessible. Effectivement, c'est cette rencontre qu'on privilégie. Après, on a quand même une sélection intéressante dans le sens où on tient une mixité entre les scientifiques hommes et femmes et les différents domaines de recherche sont représentés. C'est un événement qui fonctionne bien, c'est pour ça qu'on le reproduit d'année en année en essayant de modifier systématiquement le scénario, d'apporter, d'ajuster des nouveautés. Effectivement, les retours sont bons puisque ça permet vraiment aux jeunes d'être projetés dans du concret. Et ça fait du bien, effectivement. Et souvent, il y a une différence entre ce qu'ils projetaient d'un métier et ce avec quoi ils repartent à la fin de l'échange. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Au travers de ces rencontres, le vaisseau souhaite créer des vocations, susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers de la recherche, peut-être même qu'un futur prix Nobel alsacien se trouvait là aujourd'hui. C'est très important parce que ça permet de présenter les métiers de la recherche. Il n'y a pas qu'un métier en recherche. Il y a des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs. Et ça permet aussi aux scientifiques d'expliquer leur travail, de présenter leur travail à des jeunes et pourquoi pas de les motiver à venir travailler en recherche. À savoir qu'en parallèle aussi, on propose un atelier pour les parents. Donc c'est le même principe, ils rencontrent des scientifiques et là ils sont accompagnés par une conseillère d'orientation et ils peuvent du coup explorer plutôt des questions d'orientation, de filière scolaire. Il y a 15 ans, le 22 février 2005, le vaisseau ouvrait au public. Depuis, 2,6 millions de visiteurs ont passé ses portes. Un succès qui est allé en s'amplifiant année après année. Pour fêter ses anniversaires, la Cité des Sciences alsaciennes ouvrira ses portes samedi prochain avec un programme spécial. Nous prévoyons en tout cas en cette journée du 22 février une programmation particulière. Donc c'est une journée qui sera gratuite pour tous nos visiteurs. On a des temps un petit peu pour les pitchouns, pour les plus petits, qui seront donc accueillis de 9h à 11h avec une programmation qui leur est dédiée. Et à partir de 9h, on a une programmation festive sur toute la journée avec des shows, des surprises, des spectacles. Et en fin de soirée, enfin en début de soirée plutôt, entre 18 et 22h, donc ouais, ça va un petit peu dans la nuit quand même, le vaisseau reste ouvert et puis on propose une grande boum où sont invités nos petits visiteurs avec leurs accompagnants, parents ou autres. Arrivé à l'âge de l'adolescence, le vaisseau va tranquillement se diriger vers l'âge adulte. Ces espaces d'exposition sont en cours de transformation. Une exposition événement est également prévue pour la fin de l'année.